Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. C'est officiellement le dernier épisode de la saison 3 des Idées Radicules. Ben oui, man, ça a passé tellement vite, c'était vraiment le fun. Donc, on a décidé de recevoir aujourd'hui Joël Richard. Et pour ceux qui se rappellent, on avait fait un épisode bonus qui est disponible sur Patreon exclusivement avec Joël Richard et Florence, sa copine, pour venir nous parler dans le fond de leur podcast, Vendange au vert. Puis on les a reçus encore une fois parce que là, ils sont à l'étape de démarrer leur propre projet. Ils ont fait l'achat d'une terre. Donc, ça va vraiment être intéressant. Ils vont pouvoir nous parler un peu de leur parcours, de tout du démarrage d'entreprise en tant que tel. Pour accompagner Joël, on avait également Fred qui a parti un super beau projet avec sa copine Sophie, pardon. Donc, Les Sœurs Racines, c'est un projet qui a fait un énorme succès avec leur campagne de socio-financement avec Ma Belle Terre. Donc, pour ceux qui se rappellent, Ma Belle Terre, une super belle plateforme de socio-financement qu'on a reçu à l'épisode 1. Fait que c'était vraiment un bel épisode. On a pu jaser de vraiment plein de beaux trucs. Hein? On a pu parler de la viticulture, dans le fond, au Québec, de la spécificité, dans le fond, du terroir québécois en termes de vin. On a pu parler, dans le fond, justement, de notre rusticité, puis de comprendre comment ça vient donner un goût particulier au vin, de comprendre la dynamique aussi d'une entreprise viticole qui démarre, parce que c'est vraiment quelque chose, une bébite particulière en soi. C'est pas comme le reste des entreprises agricoles. Donc, on vient vraiment se mettre plein de beaux sujets en tête. C'est un épisode qui était super enrichissant, super le fun. En plus que les deux gars étaient super accessibles, super le fun et volubiles. Donc, on s'est fait beaucoup de plaisir. Puis, on espère que vous allez aimer ça. Merci d'avoir été des nôtres pour toute cette saison-ci. Et bonne saison, bon épisode, pardon. Puis, on se revoit éventuellement pour une saison 4. Salut la gang. Nous aimerions remercier notre fier partenaire Financement Agricole Canada, qui est le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. La section Savoir de la FAC comporte des idées, des conseils, des ressources pour aider à mieux gérer votre entreprise. Si vous cherchez des conseils sur l'argent et les finances, le transfert d'entreprise, la gestion des ressources humaines, l'économie agricole, le leadership et bien plus encore, consultez la page Savoir FAC. Parce que l'agriculture, c'est un mode de vie, mais c'est aussi une entreprise. Merci. Salut Joël, salut Fred, merci d'avoir accepté l'invitation, d'être venu nous jaser, c'est vraiment apprécié. On est content que vous ayez pris du temps dans vos horaires chargés pour venir nous voir. Donc, sans plus attendre, on va se lancer directement dans le bain. On va se mouiller un peu, comme disent les marins, I guess. Fait que, qu'est-ce que vous faites présentement? C'est quoi vos occupations? Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Salut. Salut. Oui, salut les garçons. Salut. C'est un plaisir d'être là. Cool. Je suis pas habitué, je suis pas un environnement qui est sain pour moi. Je suis mieux dans mon champ d'habitude, mais let's go. Qu'est-ce que je fais? Ça fait justement de parler avec des gens. C'est différent ces temps-ci parce que je suis un petit peu en train d'hiberner. C'est la première année où est-ce qu'on a la première hiver, en fait, qu'on a un petit peu de temps pour nous, puis qu'on n'a pas de projet à construire, à bâtir, puis à créer des choses. Fait que on en a profité cette année pour relaxer, pour profiter, puis profiter de la famille, profiter de nos deux petites filles, C'est cool. profiter de notre amour de famille aussi, qui est un peu des fois laissé à part en pleine saison d'été. Puis c'est ça. Fait que c'est ce que je fais. Je commence à planifier présentement les prochaines cuvées qui s'en viennent. On passe un petit peu plus de temps dans le chai. On passe un petit peu plus de temps devant l'ordinateur pour planifier la saison qui s'en vient. Puis c'est ça. On fait un peu de ski, puis on profite de l'hiver, puis de notre hiver québécois. Fait que, Ski de fond, ski alpin, vous êtes les plus... deux. Les deux. On fait un peu de touring, puis puis du ski de fond sur la terre. T'sais, on a quand même... c'est le de fun l'espace de chez vous. profiter un petit peu de... C'est pas le fun, ça, skier, c'est ta propre terre. Mais c'était le rêve, hein? C'est ça, exact. Il y a quelque chose de... Oui, tu t'as tenté un genre de tracker que tu m'en dis. Non, on n'a pas fait ça encore. C'est ma blonde qui a parti le bal du ski de fond. Puis, elle défriche à chaque fois. J'ai essayé. Tu sais, on le fait un petit peu au départ de l'hiver, là, quand il y a une petite couche de neige avec le tracteur, mais à un moment donné, on peut juste plus rentrer dans le tas de neige. C'est ça. Ma copine qui est pas là aujourd'hui, mais que on salue, salue, que j'aime et que je vais essayer de représenter le mieux possible. C'est quoi son nom? Sophie. Salut Sophie. Salut Sophie. Ben oui, parce que c'est ça, on aimerait bien ça, vouloir vous
vous accueillir tous à la fois dans notre petit studio, mais c'est pas possible parce que la même chose avec toi, Joël, Florence, elle aurait aimé être là, ça aurait été cool de la recevoir. Finalement, c'est vous deux, nos autres, nos les chansons. dudes. Les dudes. On se fait un petit boys club aujourd'hui. Let's go. Tu partais de saucisse. Désolé. Mais la viticulture au Québec est pleine de belles femmes et c'est incroyable ce que la féminité apporte au vin, tu sais, je veux le dire. Là, parce que merci de le mentionner. Ouais. Ben, let's go les filles. Yeah, that's it. Let's go. Good job. Ben ouais, puis pour nous, dans le fond, ben là, on est ici un peu en tant que représentant du podcast Vendange au vert qu'on a fait aussi, qui est un podcast sur la viticulture au Québec. Fait que ça, pour nous, ça a été publié la saison 1. Pour l'instant, c'est ça qui existe. Donc, on n'est pas en production d'une deuxième saison pour l'instant. On a d'autres projets. On est comme un peu... dans le fond, c'est drôle parce que Fred, il dit que là, c'est comme la première année qu'un peu, ils peuvent se relaxer puis arrêter de bâtir. Nous autres, on est comme un peu avant la tempête, en fait. On vient d'acheter une terre aussi à Donham. C'était un peu le but là, du projet podcast, c'était de se s'outiller pour ça, faire une genre d'études de à quoi ça ressemble cette ville-là, tu sais, tout ça. Fait que ben là, on va s'installer, on déménage en juillet, donc là, ben évidemment, on est dans la préparation de ça, faire un plan d'affaires, c'est de démêler un peu tout ce que ça implique. Fait que je te dirais qu'on est bien occupé en ce moment. Ah ouais, hein? Ça nous occupe beaucoup de temps. En plus de... Moi, je fais un BTS en viticulture et œnologie aussi. Wow. Fait que ça me prend quand même beaucoup de temps... Juxtaposer tout ça dans mes ensemble. semaines. Ouais, Excuse, comment t'as appelé ça, un BTS? Ouais, c'est un brevet en technologie supérieure qui se donne, dans le fond, à partir d'une école à Angers, dans la Loire, en France. Puis c'est une formation qui se donne à distance. Donc, c'est une des seules formations complètes là, comme ça que j'ai trouvé qui se donne à distance. Incroyable. Ah ouais, wow. Ouais. En fait, c'est comme la formation que ça prend de base là, en France pour opérer un vignoble. OK, c'est comme mandatoire justement pour pouvoir avoir pour obtenir formation. les subventions en France, pour obtenir les accréditations. Ça te prend au moins ça. C'est drôle, c'est en France, hein, c'est ça. Quand tu veux te lancer dans le monde agricole, puis là, je comprends que c'est la même chose en viticulture, mais t'as pas le choix d'aller chercher des cours. Ouais. Puis si t'as pas ça, tu peux pas starter une ferme. Là. Fait que, ou du moins accéder à des subventions puis à un support. C'est ça. Ouais. Fait que c'est très occupé, puis ben, c'est ça, on est les deux, là, moi et ma copine, on est là-dessus pas mal. Fait que, cool. Wow. Voilà, qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Félicitations pour vrai, c'est débile, man. C'est le fun que merci. vous puissiez vous lancer comme on ça. On a bien hâte que ça commence. Yes. Ouais, j'en doute pas. Ben oui, man. Okay, je vais juste revenir un peu à vous poser une question hors sujet, mais qu'on aime poser, parce que ça donne un peu de couleur, finalement, à vos invités, votre personnalité. Mais on veut savoir... si vous avez vécu un moment qu'on pourrait qualifier d'épiphanique durant votre vie, que ce soit dans la tendre enfance ou récemment dans votre parcours, mais quelque chose qui vous a vraiment marqué, qui vous suit encore aujourd'hui. Hein. C'est dur à dire. Hein? Ouais, en lien avec l'agriculture. Pas nécessairement, tu sais. Oui, ça peut être. Des fois, c'est la rencontre de quelqu'un. Des fois, ça peut être bien des trucs. Fait que non, pas nécessairement agriculture. Qui vous a marqué comme personnalité, votre personnalité à vous autres. Là. À travers la naissance de mes deux enfants, à travers, tu sais, je pourrais pas passer là-dessus, mais je dirais, tu sais, rapidement comme ça, après les 6 dernières années, depuis qu'on a acheté le terrain, en ligne avec notre projet agricole, c'est peut-être l'été dernier. On s'est assis, on a ouvert notre première bouteille de melon de Bourgogne, tu sais, avec ma mère, avec... d'applaudissements. Ouais, ben je sais pas, il y a comme quelque chose de grandiose aussi. Il y a plein d'autres choses, là, tu sais. Oui, la naissance de mes enfants, mais on dirait que c'était notre troisième petite, tu sais, c'est notre petit projet. Un petit bébé aussi, en parlant soi. Il y a plein de grandes choses, là. Il y a des plantations qui ont été faites avec 50 personnes, tu sais, c'est assez intense et au niveau énergique, là, tu sais. Mais tu sais, d'ouvrir tout ça après, tu sais, plein d'autres problèmes qu'on a eu de financement, whatever, qu'est-ce qu'on a pu passer à travers, c'était peut-être d'ouvrir la première bouteille de melon puis de faire comme Colin, ça goûte quand même bon. Pas juste de faire comme OK, on boit notre vin, mais mais que ça goûte puis que c'est rafraîchissant puis c'est un peu comme nous, là, tu sais, en fait, j'ai trouvé ça vraiment ben oui, directement, c'est tout votre labeur. Wow. Tu sais, moi, j'imagine un peu le feeling parce que
En tant que maraîcher, quand est-ce qu'on ramène nos légumes, puis qu'on les cuisine, puis qu'on se fait un petit repas, puis qu'on trippe à se dire « Hey, c'est les légumes qu'on a semés, là, tu sais, ça nous fait vraiment tripper. Mais là, dans un processus aussi long, d'aller découvrir ça plusieurs années après les premières étapes, ça doit vraiment être spécial. Là. Oui. Parce que, au final, le maximum, je pense qu'on va attendre pour un légume, ça va être dans les 12 semaines, mettons, là, that's it, là. Ou sinon, attendre 2-3 ans à travailler tout ça. En tout cas, chapeau. C'est cool. Ben, c'est une autre façon de le voir. T'sais. Nous autres, ça fait beaucoup de sens après avoir des enfants. Je trouve bon là, de rentrer là-dedans puis d'avoir une surface, la vie sur une surface temps si longue. Moi, le projet avec ma copine au départ, c'était vraiment c'était comme vous autres, faire des légumes. Puis on voulait, on vient du milieu de la restauration, fait que on ouvrait un restaurant, ça prend 5 mois, puis dans 6 mois, on va voir des rentrées d'argent, des rentrées de sous, puis l'idée d'une entreprise, c'était ça dans ma tête, tu sais. Ouais. Fait que de planter des vignes, puis de pas voir le bout, puis de peut-être mourir. C'est un peu... mais tu sais, tout est une question de le planifier aussi. Là, oui, absolument. Au début, ça peut faire peur, mais là, je parle de ça parce qu'on est là-dedans en ce moment. Tu regardes les montants, puis t'es comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, quand tu sais c'est quand que ça va arriver, quand tu sais que c'est quoi les étapes, j'ai l'impression que ça rassure un petit peu. C'est clair que le planifier, la planification, tout ça, c'est essentiel. C'est essentiel, mais oui. Très cool. Puis sinon, toi, Joël... des moments d'épiphanie, moi, j'ai pas encore mon projet de vignoble qui est là. Fait que c'est sûr que, d'un point, puis j'ai pas d'enfant non plus. Fait que j'en ai eu, mais je dirais que j'ai vécu... Ouais, c'est ça. Confusion, t'as eu... J'ai pas eu d'enfants. Mais t'as eu des moments épiphaniques. J'ai eu des moments d'épiphanie. C'est ça, juste pour préciser. J'en ai eu des enfants. C'est ça. Dans une autre vie. Non, mais dans le fond, tu sais, c'est que c'est... J'ai vécu quand même des moments à travers le vignoble où je travaille au domaine Bergeville, en Estrie, depuis 3 ans. Puis, tu sais, même si c'est pas mon vignoble, il y a quand même, tu sais, je suis nouveau quand même dans le domaine de l'agriculture. Ça fait juste 3 ans que je suis là-dedans. Tu sais, je suis un gars de la ville. Fait que moi, ça reste que tout plein de petits émerveillements, tu sais, que quand tu grandis en ville, tu vois pas. Puis là, tu sais, ça peut sembler évident pour quelqu'un qui a grandi sur une ferme, tu sais. Mais, tu sais, voir suivre une plante, moi, je trouve que suivre une plante sur une saison, puis voir toutes sortes d'étapes qui s'enchaînent, puis qui se reproduisent à chaque année, puis est-ce qu'ils se reproduisent de la même façon ou pas. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a comme fasciné. Puis un moment d'épiphanie, mettons, je pense que j'en avais déjà parlé, mais tu sais, c'est le moment où on enlève les toiles au printemps. Moi, l'année passée, j'ai vécu ça pour la première fois, puis c'était... Pour moi, il y avait quelque chose qui connectait un peu à la vigne, tu sais, au moment d'enlever la toile, ben tu vois que la vigne est en pleurs en dessous de ça, tu sais, puis tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais, la sève elle monte, tu sais, la saison elle part, il y a encore un peu de neige dans le bas des toiles, mais comme tu sens que ça se met en branle, ça fournit une énergie là, qui te donne... Bon, ça dure, genre, faut que ça dure jusqu'au mois de novembre, là, cette énergie-là. Moi, ça m'a craqué bien raide, là. Puis c'est un moment fort que j'ai eu, là. Ah ouais, je peux imaginer, là, à la petite lueur du soleil printanier, découvrir une toile qui est encore fraîche. Exact. Puis juste pour qu'on retrace ça pour le monde qui sont pas au courant, une vigne en pleurs, c'est quoi ça? Ouais. Une vigne en pleurs, dans le fond, c'est qu'au niveau, au printemps, un peu comme avec les érables, la sève elle remonte. Quand les températures commencent à se réchauffer, les journées rallongent, puis ça fait que la sève elle s'écoule par les plaies de taille qu'on a faites à la taille pendant l'hiver ou à l'automne avant de mettre les toiles. OK. Puis, merci vraiment de nous avoir partagé ça. Puis sinon, pour rentrer un peu plus dans les questions évidentes, mais en même temps, qui va nous éclairer un peu sur qui vous êtes, mais tu sais, pourquoi avoir choisi, dans le fond, le vin au Québec? C'était quoi la motivation derrière ça? Ben, pourquoi pas, tu sais? Pourquoi pas? Parce que peut-être, c'est un petit peu fou, mais... Tu sais, pour faire partie un peu du changement, tu sais, pour vivre le Québec, en fait, parce que tu sais, j'ai envie de vivre ici, j'ai envie de vivre nos saisons. J'aime notre langue, j'aime ça vivre ici, tu sais. La famille est ici, puis j'aime l'agriculture qui sort de nos terres, tu sais. Puis je pense que si on veut que ça change, en fait, pour faire partie du changement, la seule façon de le voir puis d'avancer, c'était de faire ça, tu sais. C'était mon petit grain de sel
à moi, à nous, à notre famille, tu sais, puis de mettre un beau cadre autour de la famille qu'on a envie d'avoir, tu sais. Fait que c'est la seule chose pourquoi qu'on a fait du vin au Québec, tu sais, puis j'ai toujours été un fervent d'acidité, j'ai toujours aimé le vin, tu sais, puis j'ai toujours préféré des vins plus nordiques, plus frais, puis c'est pour ça que je pense qu'on peut faire des grands vins. Je pense qu'on peut faire du bon vin, puis de la soif, puis je pense qu'on peut avoir du plaisir au Québec avec les vins qu'on peut produire, Très beau, très romantique. Une belle réponse. Fred, c'est un poète. C'est un poète, c'est ça. On le sent, Non, mais moi aussi, je partage tout ce que tu racontais à propos d'habiter ici. Je veux dire, si t'aimes le vin, t'as le goût de faire de la vigne, tu te fais rapidement dire « Hey, pourquoi tu vas pas en Europe? » Il y a la notion de moi aussi, chez nous, c'est au Québec, ma famille est ici, mes amis, tout le monde. C'est ici je veux vivre, là, je veux pas vivre ailleurs. Puis après ça, faire de la vigne, moi, je pense que c'est pourquoi le Québec, c'est grâce à certains pionniers aussi. Je pense que dans les dernières 40 années, il y en a qui ont défriché, il y en a qui nous ont fait boire des affaires, qu'on s'est dit, OK, il y a quelque chose qui se passe. Puis encore là, je pense que faut que tu aimes l'acidité, faut que tu aimes la fraîcheur. C'est des goûts rendus là, mais après ça, c'est difficile, selon moi, de se projeter à faire des bons vins au Québec si t'es quelqu'un qui aime pas les vins du nord de la France, de l'Alsace, de l'Allemagne, de l'Autriche. C'est le genre de vin qu'on va faire au Québec ici, à moins de gros changements, là, mais on les souhaite pas, ces gros changements-là. Mais moi aussi, c'est ça, c'est que j'aime ce profil de vin-là. Puis après ça, c'est d'avoir goûté des bonnes affaires. Là. Nice. Puis, question de même, parce que tu en parles un peu, mais les fameux grands pionniers au Québec dans les 40 dernières années, on peut-tu mettre des noms là-dessus pour nos auditeurs et auditrices? Il y en a plusieurs. Il y a ceux qui ont démarré ça. Je pense à l'Orpailleur, on peut pas passer à côté de ça. Charles-Henri de Courserge. Coursègue. Toujours de la misère. Pardon. Après ça, ceux qui sont venus, moi, je pense tout de suite à Mike Pivero, Pervenche. Il y en a plein. Vignoble des Pins. Christian Barthemeuf. Christian Barthemeuf. Une légende, là, une légende, on peut rien dire de moins. Comme ça, qui a démarré les Côtes d'Ardoise en 1980, je pense, juste un petit peu avant l'Orpailleur. C'est des gros bagages que ces bonhommes-là nous ont légués, puis juste de pouvoir ouvrir ce petit tiroir-là dans nos têtes, que peut-être que ça peut se passer, là, tu sais. Mario puis Carole Négondas. Ouais, exact. On peut en nommer plein. Puis, name drop, on veut du name drop. non, mais ça pourrait quand même se faire une espèce de petite image, un petit paysage dans nos têtes, mais clairement, je pense que c'est tout des... Plein de monde va avoir résonné avec un ou quelques de ces noms-là. Ouais. Ben oui, absolument. Puis je pense que ça serait intéressant de pouvoir poser aussi ensemble, avant d'aller comme plus profondément à la matière, pouvoir poser un peu pour tout le monde aussi qui nous écoute, faire une espèce de petite distinction, se créer un petit lexique en tête, justement, lorsqu'on parle de vin nature, de vin bio, vin biodynamique même, d'essayer de faire un peu une nuance entre tout ça, puis de comprendre bien c'est quoi c'est ça, en tant que tel, ces noms-là. Par rapport à des vins qui seraient, mettons, plus conventionnels. Exact. Okay. Ouais, c'est quand même super important, en fait, le vocabulaire puis le langage, je pense. Puis c'est important que ça soit comme un petit cheval de bataille, je crois, pour nous, vignerons, parce que il y a beaucoup de vocabulaire qui est utilisé dernièrement sur les réseaux sociaux ou whatever, tu sais... selon le vin nature, tu sais, beaucoup, cette vague-là de tout dire que des vins sont nature. Puis, des vins qui arrivent en SAQ avec une belle étiquette naturelle. Puis parce que ça peut profondément faire chier des gens qui travaillent réellement de cette façon-là. Ouais. Fait que commençons peut-être avec les vins conventionnels. Où est-ce qu'ils sont? Ça serait le fun qu'on mais tu sais, vins conventionnels, on se dit des vins qui sont une vigne qui pousse dans un espace-temps dans un espace où est-ce que le vigneron intervient sur chacune des maladies qui peut arriver durant la saison. T'sais. Mais je pense que c'est des vins aussi qui sont arrivés dans l'histoire avec l'industrialisation, avec l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse, avec des engrais chimiques.
c'est des vins, c'est des gens que quand ces technologies-là sont arrivées, ils ont sauté dessus, puis à cette époque-là, dans les années 60, 70, tout le monde a sauté là-dessus parce que, tu sais, ça permettait aux vignerons de se dégager des tâches, de plusieurs tâches, puis faire autre chose, tu sais. Fait en mécanisation, justement, pour tous les produits de synthèse, le monde du vin n'a pas fait exception. Non, c'est ça. Comme tout le reste du monde agricole a embarqué dans la vague de modernisation, la révolution agricole, la révolution verte. Je pense qu'il faut garder ça en tête pour se dire s'il y avait des technologies comme ça qui arrivaient nouvelles, est-ce qu'on aurait la même capacité de pas embarquer là-dedans, dans le sens qu'il y a des gens qui ont fait ça, puis des fois, ces gens-là sont un peu démonisés, mais c'est des gens qui étaient dans leur époque, puis qui ont pris les décisions. Progressistes, tu sais, c'est... Dans un sens. Il y avait des réalités aussi. Oui, c'est différentes que les nôtres, puis ça va toujours faire partie de l'ensemble, tu sais. Il va falloir, tu sais, il faut pas... Les mettre de côté non Exactement, tu sais, je pense que c'est correct, tu sais, que ça existe, mais ouais. On peut choisir autrement aussi, tu sais, suite à ce qu'on fait, on a vu les résultats que ça a donné, on voit qu'est-ce que ça donne, puis on peut choisir pour soi-même qu'est-ce qu'on veut aussi par la suite. C'est ça. On a envie d'être content, tu sais. Je pense que moi, j'ai envie d'être heureux, tu sais. Fait que si je passe mon temps à être fâché, je ferais pas ce que je fais. Vie de mal. T'es content, là. On va, c'est ça. Après ça, il y a les vins biologiques. Vins biologiques où est-ce qu'à l'extérieur, dans ton champ, tu as droit à beaucoup moins de produits de synthèse à l'extérieur. C'est ça. Le biologique, par définition, c'est l'utilisation de produits qui viennent de la nature. C'est ça. Rien chimique. Puis des fois, ça peuvent être les mêmes que, mettons, un produit de synthèse d'origine naturelle. Deux produits qui sont le soufre et le cuivre. Là, où est-ce que tu as le droit d'utiliser ces produits-là? Ouais. Mais les vins biologiques, c'est essentiellement à la viticulture et non à la vinification. OK, parfait. Il y a comme cette nuance-là. Parce que tu peux être beau dehors, puis essayer de créer du vivant à l'extérieur, puis arriver chez vous, puis enzymer, levurer, désacidifier. Tu peux faire... Par des procédés chimiques. C'est une distinction qui est super importante parce que j'entends souvent des gens dire les vins bio, ça goûte pas bon ou ça goûte telle affaire. Puis tu sais, il y a vraiment... Tu pourrais faire un vin bio dans le champ pour que ton raisin arrive d'une certaine façon quand vient le temps de le transformer. Puis quand tu le transformes, ben là, comme tu dis, tu désacidifies, tu changes tout le profil aromatique. Fait que, pour moi, il faut vraiment faire la distinction. Bio, c'est un système culturel, puis le nature, c'est plus parce qu'il faut comprendre que c'est ça. Le monde du vin, c'est un peu deux trucs. Là. Tout ce qui se passe au champ, donc c'est ça, la culture de la vigne, puis après ça, tout ce qui, une fois que le raisin est récolté, tout ce qui se passe après ça à l'intérieur, mettons, disons ça comme ça, où là, c'est tout le processus. De transformation. Puis, où est-ce que c'est... Excuse-moi. Non, vas-y. Mais où est-ce que... Tu sais, en Europe, c'est vraiment différent comment c'est fait parce qu'il y a beaucoup plus de location de terre, puis il y a beaucoup plus... Il y a un système de négoce qui existe, tu sais, où est-ce que tu peux être juste, vinificateur, où est-ce que tu peux acheter beaucoup de raisins, puis faire du vin, tu sais. Le matériel de seconde main est très disponible. Fait que c'est facile de s'équiper, ça coûte pas cher. Parce que tu peux louer un garage, puis faire du vin dedans, puis jamais vraiment aller au champ puis cultiver une vigne. Là, tandis qu'au Québec, c'est pas fait comme ça. Où est-ce que tous les vignerons, pour être vigneron, pour faire du vin, il faut avoir un hectare de terrain. Sous un permis artisanal. C'est ça. On va revenir sur ça. Au permis. Je voulais pas compliquer les choses. Non, mais c'est bon. On va éclairer tout ça un peu plus tard. C'est ça, exactement. Après ça, il y a un autre permis dont les beaux amis de lieux communs sont propriétaires, détenteurs de ce genre de permis-là. Puis c'est une bonne façon aussi de parler du nature, moi je pense, parce que c'est, mettons, ces gars-là en particulier, ils font des vinifications naturelles. Pour l'instant, je pense qu'ils ont planté à Oka, mais pour l'instant, c'est du raisin cachette. Fait que, le raisin cachette, ils le prennent tel quel. Ils s'arrangent pour avoir du bon raisin, évidemment, mais leurs vinifications sont faites naturellement. Fait que là, quand on parle de vinification naturelle, on parle... puis c'est là où ça peut être un peu le bordel, dans le sens qu'il n'y a pas de certification, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Il n'y a pas encore de certification qui vient paramétrer un peu le terme naturel. Fait que ça peut être vraiment compliqué pour le consommateur de se retrouver là-dedans.
moi, je pense que c'est de poser des... Tu sais, c'est ça devient un peu technique, j'ai l'impression, parce qu'il faut poser les bonnes questions. Il faut aller poser des questions sur comment le processus est fait. Okay. Est-ce que... Puis là, encore, c'est un spectre. Selon moi, il y en a qui sont puristes, qui vont faire du vin juste avec du raisin puis rien d'autre, comme Fred, je pense. Puis il y en a d'autres qui vont se permettre d'ajouter certaines choses dans le processus. Puis là, encore une fois, c'est ça. Mettons, ces deux personnes-là peuvent rentrer sur la même appellation nature. Okay. C'est pas une appellation, là, la même dénomination. Ouais. Puis juste pour bien comprendre, là, on comprend clairement qu'un vin bio, l'appellation, c'est ça. Au final, ça se passe vraiment juste au niveau du régimen culturel. Mais au niveau de la vinification en tant que telle, comment on peut appeler le vin qui, de la culture à la vinification, va avoir utilisé un processus sans nécessairement, justement, utiliser des procédés comme la désadification. Ben là, il y a une autre certification que tu peux aller chercher qui est la certification Déméter. Okay. Où est-ce que là, tu vas chercher... Où est-ce que là, il y a un peu plus de contraintes au niveau des produits chimiques que tu vas utiliser dans ton vin. Mais même le bio, là, le bio, je pense que tu peux pas mettre plus que 120 mg de soufre, quelque chose comme ça. Donc, au niveau des préservatifs, des préservants antioxydants, tout ça, le soufre est un élément qui est souvent utilisé pour empêcher l'oxydation du vin. C'est quelque chose qui revient souvent, là, on voit des fois sur les bouteilles sans soufre ajouté. Fait que ça, le soufre, c'est quand même un élément important dans le vin nature, j'ai l'impression, parce qu'il y en a qui en mettent pas du tout, il y en a qui en mettent juste un peu. Puis c'est au niveau des milligrammes de soufre qui sont ajoutés où là, les gens vont un peu classifier là, à quel point t'es nature ou pas. Fait que je pense que c'est quand même quelque chose de central, là, est-ce que je me trompe? Non, absolument. C'est toujours écrit, derrière une bouteille contient des sulfites. Mais ça, c'est parce que naturellement, dans la fermentation alcoolique, il y a des sulfites naturels qui sont... Fait que la RACJ demande d'apposer ça. Je pense que la loi vient juste de changer parce que quand il y a moins de 5 mg, il n'est plus obligé de le marquer, là, en tout cas. Fait que c'est pour ça que des fois, les gens sont un peu mêlés avec ça. Contient des sulfites, ça veut dire qu'il y en a rajouté. Non, c'est parce que... Il y en a naturellement. Exactement. Mais après ça, il y en a qui en rajoutent aussi. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup. Il y en a qui en rajoutent au vendange, il y en a qui en rajoutent à la mise en bouteille. Tu peux en rajouter un peu partout. Mais c'est un stabilisant aussi. C'est pas nécessairement mauvais de mettre du soufre. Là. Les gens, c'est quelque chose qui revient souvent, mais les gens qui consomment des fruits séchés, par exemple, c'est plein de sulfites. Dans le sens qu'il y a beaucoup de... C'est quelque chose qui revient souvent. Après ça, il y a deux choses. Il y a le volet santé, le volet bon pour la santé, où il y en a qui vont dire que ça leur donne mal à la tête ou quoi que ce soit. Mais il y a le volet aussi qualitatif. Il y en a qui peuvent croire que... Puis, il y en a qui peuvent croire que les soufres vont venir affecter le goût du vin. Puis, moi, je suis de cet avis-là. Ce que ça fait, c'est que ça vient te locker ton vin dans la surface temps. Ce que ça fait, ça fait juste arrêter une fermentation. La progression de Fait que moi, je suis d'avis que je préfère les vins sans soufre parce que personnellement, j'aime beaucoup plus les vins vivants puis qui me font vivre des émotions que des vins qui sont casés puis arrêtés dans le temps. Je préfère ça. Mais si moi, personnellement, j'ai une cuve de 2000 litres qui part un petit peu en couille, où est-ce que je veux dire que ça commence à oxyder avec tous les prêts qu'on a derrière notre tête, je vais sulfiter mes vins, parce que... Au final, c'est un trop gros risque à prendre. Oui, c'est ça. Il y a la réalité économique là, qui absolument. Puis c'est sûr qu'on a parti ce projet-là let's go, on mettra jamais de sucre. À un moment donné, tu fais juste, ça serait le fun que... Mais c'est ça, puis ça me fait penser, cet été, j'étais allé visiter un vigneron, puis lui, il était vraiment, là, il met rien du tout, puis il y a lui travaille en amphore, puis une de ses amphores, le vin qu'il y avait dedans est parti, là, ça a tourné au vinaigre. Ça tournait au vinaigre, puis lui... Littéralement. Là, j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait, Il a dit, j'ai ouvert le drain, j'ai ouvert la valve, puis j'ai tout crissé dans le drain, Puis là, j'étais comme, wow! Pour être rendu là, faut vraiment que
sois béton. Là. T'as les reins solides. T'as les reins solides. Oui. Aïe, quand même. Puis, encore une fois, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi un amphore? Oui, ça vient remplacer quel objet normalement, ça? Ben, c'est un contenant de fermentation qui est très, très ancien. Là. Les Grecs faisaient du vin là-dedans. Donc, c'est un contenant en terre cuite qui était souvent enterré sous le sol pour les fermentations, macérations, processus d'élevage. Nice. Ouais. Puis ça vient remplacer, normalement, sinon on fait ça dans quoi? Il y a toutes sortes de contenants pour faire du vin. Il y a des contenants qui sont plus préférés pour les fermentations, puis il y en a d'autres qui sont plus préférés pour les élevages. Donc, après les fermentations, le vin passe à travers une période d'élevage où il va comme chiller jusqu'à la vente. Puis là, pour les fermentations, il peut y avoir des cuves en inox, c'est assez fréquent. Il y en a qui le font dans les barriques de chêne, de fût de chêne. Il y en a qui font tout dans le fût de chêne, il y en a qui font tout dans les cuves en inox. OK, cool. Puis il y a un dernier terme aussi qu'on a entendu un peu, puis que j'aimerais ça comprendre. Quand on parle de biodynamique, tu sais, où est-ce qu'on a vu ce terme-là passer, peut-être pas si souvent que ça, là, mais ça serait quoi? Est-ce que c'est juste comme un trend word ou ça représente vraiment quelque chose? Ah non, je pense pas que c'est un... Non, pas du tout. Là. Je pense que c'est une façon de gérer la ferme. Là, selon moi, c'est une façon de... C'est un peu travailler en permaculture. Je pense que l'idée de la biodynamie, il faut quand même... Ça a été basé selon M. Steiner, qui est... selon plusieurs, un malade, là, tu sais, mais on dira ce qu'on voudra, il y a quand même des choses qui font du sens là-dedans, mais la première idée de la biodynamie, c'est vraiment de gérer ta ferme d'un point de vue holistique, là, tu sais, où est-ce que la ferme est un tout, où est-ce que élevage, culture... élevage et culture. Merci, belle pub. La petite plug. Où est-ce que tout fait du sens, tu sais, puis... c'est ça, la base de la biodynamie. Après ça va un petit peu plus loin avec énergie astrale, etc. Mais il y a des belles bases qui sont vraiment intéressantes à travers tout ça. Puis super sensées, selon moi. Après ça... Puis y a une certification pour ça? Exact. Ouais, c'est ce que je parlais tantôt d'émetteurs. Ah, l'émetteur, c'est ça. D'émetteurs. D'émetteurs. On la voit beaucoup plus avec le vin. Je pense qu'il y a 2/3 des fermes... qui sont certifiés d'émetteurs, qui sont des vignobles, mais Steiner buvait même pas de vin là, à la base. Là, en fait, Steiner, c'est un Allemand qui a fait des conférences, c'était dans les années... il est mort en 1900... Il y a très longtemps. Il a fait une série de conférences. En fait, c'était même pas une publication, c'était pas des écrits. Puis c'est ces conférences qui ont été retranscrites. Dans le milieu du vin, c'est Mariatoun qui a repris ces conférences-là pour l'appliquer à la viticulture. Mais c'était à la base des conférences qui avaient été données pour le maraîchage. C'est ça, exact. Parce qu'il y a eu quand même ce mouvement-là au niveau maraîcher, qui est encore présent, là, de tout le principe biodynamique. Puis je pense qu'en tout cas, il y a eu un moment donné une espèce de recrudescence là, dans les années aussi 90, 2000. Puis là, on dirait que, je sais pas si c'est parce qu'avec l'arrivée de la certification bio, ça a comme un petit peu pris plus de place, je sais pas trop, mais que ça serait intéressant que ça revienne aussi. On en fera un autre épisode. Ouais, effectivement. C'est toujours d'aller chercher d'autres certifications, ça coûte. Ouais, c'est pas ça. Tu sais, ça... Est-ce que vous êtes... On n'est pas certifié... On est certifié Écossaire. Parce que c'est bio. C'est ce qu'on voulait, tu sais. C'est la base. Pour nous, puis après ça, au fil du temps, viendra peut-être d'autres certifications. Mais c'est juste qu'à un moment donné, on n'a pas de revenus, fait que réalité économique, on va travailler comme on le veut, puis... Il faut savoir que c'est des choses qui sont quand même assez contraignantes aussi, puis je dis pas que je suis contre, là, mais c'est des choses, comme on dit, qui ont été... penser en Europe, dans les climats européens, avec un cahier de charge qui t'oblige à faire certaines pratiques, certaines activités à certains moments. Il y a des gens pour qui c'est carrément impossible. Il y a des gens pour qui ça fait pas du sens. Ça fait pas de sens. Aussi, il y en a qui disent que, là, si je suis obligé déjà, il faut que je passe dans mon champ pour mettre un cuivre ou un soufre ou whatever. Si en plus, il faut que je passe... Donc, tu sais, c'est des sorties de tracteurs à chaque semaine en quantité industrielle, tu sais. Fait qu'au final,
ton environnement qui est sain et tout, ben tu finis, mais surtout, mettons, une année comme l'année passée, en 2022, ça a été un été qui était froid, qui était humide. Il y en a chez certains, j'ai entendu dire que certains vigneronnes avaient sorti plus de 20 fois pendant une semaine pour faire des traitements. C'est énorme là, en termes de CO2, mettons, qui est lâché dans les airs. De temps, tout ce que tu veux. Hein. De compaction des sols. Ben oui, c'est ça, absolument. Fait qu'il faut, dans le sens qu'il faut penser à ça aussi. Là. C'est beau les certifications, mais au final, je pense que Puis moi, de ce que j'ai en tête de la biodynamie, puis j'avais écouté un épisode d'un podcast avec un vigneron en Champagne qui s'appelle Anselme Sellos, qui disait que lui avait arrêté de faire de la biodynamie, puis ce qui lui restait de ça, c'est vraiment la proximité avec la plante, justement. La proximité de marcher dans son champ à chaque jour. Parce que je pense que quand tu t'en vas vers un système de culture comme ça, tu n'as pas le choix d'être à l'écoute, d'observer pour voir les coups venir à l'avance. Je pense que c'est surtout ça que moi, je retiens. La sensibilité, tu sais, ça crée au vigneron une certaine touche, puis je pense que whatever, là, tu sais, si tu crois à n'importe quoi, puis le vin est bon, je veux dire... Le but, c'est d'être heureux, d'avoir un projet agricole. On fait ça pour... C'est pas pour les sous, là. On fait ça parce qu'on est passionné. Puis je pense que ça... Peu importe la passion derrière, s'il y en a une, ben ça va se ressentir dans ce vin-là. Fait que... Voilà. C'est une belle réponse, je pense, au final, en étant sensible, en étant à l'écoute, en pensant en amont, de toute façon, certification ou non, tu vas faire attention sur la terre que tu habites, puis que tu vis, puis dans le produit que tu veux donner. C'est pour ça que des fois, je suis comme un peu titillé par des fermes de genre 30 hectares biodynamiques. Ah ouais, comment ça? C'est comme impossible. Je pense que un qu'on voit le plus souvent, c'est Mindline en SAQ, la petite vache, là. C'est une ferme en biodynamie en Autriche qui ont plus de 180 hectares de vignes. C'est 180 hectares. C'est gigantesque. Fait que tu te dis comment c'est possible de marcher ces 180 hectares-là pour être proche de ça. Puis je dis pas que le vin est pas bon, là, mais c'est juste que ça fait partie de la réflexion. Là. Ben oui, je suis sur mes 2 petits hectares puis j'ai de la misère. Des fois, à regarder... En tout cas, c'est gros, là. Quand tu te places en plein milieu d'un terrain d'1 hectare, là, puis tu regardes à gauche puis à droite, c'est grand. Je sais, Puis, question plus ludique pour faire suite à ça. Vous êtes plus vinifera ou hybride? La question qui tue. Je pense les deux ont leur qualité, les deux ils ont des faiblesses. Moi, personnellement, j'aime mieux les vinifera au goût. C'est une question personnelle. Je pense que ils ont... faut comprendre aussi que c'est des vignes qui ont été hybridées sur des siècles. Fait que c'est des gens qui ont croisé des vignes et des vignes et des vignes afin d'arriver à un résultat qui était... stable. Qui était exactement... Je pense qu'à travers le temps, les hybrides... Parce qu'il y a du travail qui se fait en continu... je pense qu'entre autres à Tom Poulter, qui est à l'Université du Minnesota aux États-Unis, qui continue d'hybrider des affaires constamment, qui envoie ça chez Alain Brault à Saint-Paul-de-la-Botsford. Il essaye des affaires. Fait que, il y a aussi de la recherche qui se fait au niveau des hybrides. Puis peut-être que dans... on sait pas, peut-être dans 100 ans, on va avoir des variétés de vignes hybridées en Amérique du Nord qui sont fucking bonnes. Mais il y en a des très bonnes, mais il y en a qui vont à côté, voire être même meilleures qu'un chardonnay peut l'être au Québec. Mais ouais, voilà, en tout cas. Moi aussi, vinifera à fond. Mais je te dirais que le 10 novembre, je te dirais que je suis plus hybride. Là, je suis un peu écœuré là, de mettre du foin et des bâches. En tout cas, non, mais je viens du milieu du vin. Je viens du milieu de... On n'est pas agriculteur dans la famille. J'ai un background en restauration, puis je viens de ce milieu-là. Fait que je suis un adepte de finesse, de digestion, surtout de digestion, puis j'aime vraiment le goût du vin, tu sais. J'aime vraiment ça, le vin. Non, je suis un amoureux complet là, du vin. Ça sent. Fait que... puis j'aime ça en boire beaucoup. Tu sais, pas juste... j'aime ça en boire. Mais il y a quelque chose encore... Tu sais, je comprends notre terroir, puis je comprends
Puis, tu sais, il y a plein de beaux vinificateurs en ce moment, puis de beaux vignerons qui font monter le niveau des hybrides en ce moment. Tu sais, Steve Beauséjour, les gars de Lieu commun, je sais pas. Simon No, tu sais, Steve et Simon, excusez-moi. Marc Piève chez Bergeville. Mais oui, c'est ça. Tu sais. Ben, eux autres, entre autres, tu sais, je peux faire une parenthèse, eux autres, ils ont approché la viticulture au Québec en se disant, ben, on va y aller avec ça, on va y aller avec les hybrides, puis on va y aller avec un climat qui est froid au Québec, qui est le plateau des Hautes-Appalaches, tu sais, qui en termes de maturité, qui arrive tout le temps 1 à 2 semaines après ce qui se fait en Montérégie. Les autres, ils se sont dit, ben, on va l'exploiter, ça, cette acidité-là que les hybrides y ont, puis on va faire de la bulle, puis tu regardes les résultats. Marc Auchet travaille les vins, je trouve qu'il est capable de faire un résultat qui est tellement en finesse, qui est, pour vrai, avec l'élevage qu'il fait, moi, je trouve que ça donne un résultat qui est, honnêtement, qui est très impressionnant, là, Nice. Fait que juste pour être sûr qu'on comprenne tous, donc il y a des plants hybrides, que là, c'est ça, il y a eu des croisements avec la sélection. La sélection. Dans le fond, c'est des vignes européennes qui ont été croisées avec des vignes rustiques d'Amérique du Nord. Okay. Donc la vigne, entre autres, qu'on retrouve sur le bord des rivières ou sur le bord des autoroutes, là, qui fait du fruit qui est absolument dégueulasse à vinifier, mais qui a des propriétés de résistance au froid, aux maladies, puis qui a été croisé avec des variétés européennes. Les plus connues, Céval, Vidal, Frontenac, Radisson. Ça fait très Radisson, ça fait très terroir québécois, ça. Puis finalement, vinifera, ben là, c'est ça, quand on parle de chardonnay, puis tous les grands noms, si on veut, de cépages qu'on connaît, ça, c'est du vinifera. Un peu de la même manière que dans les autres types de semences, on va y retrouver comme les variétés ancestrales. C'est ça. Okay. Ouais, ce qu'on reçoit au Québec ou en Ontario, tout est greffé sur des porte-greffes américains. Là, c'est ça, c'est des vignes européennes, comme on le voit à l'SAQ, là, Chardonnay, Pinot Noir, etc. Puis là, tu nous l'as fait entendre un peu, mais ce qui est spécial de vinifera, c'est qu'arrivé à l'automne, donc il faut que tu protèges tes plants contre le froid. Ben, au printemps, tu te déprotèges. À l'automne, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on les couvre. Parce qu'ils sont moins résistantes, dans le fond, au climat. Exactement. La rusticité est moins présente. Mettons, la différence là, entre un vinifera puis un hybride, là, ça varie un peu, là, les hybrides. Il y a différents seuils de rusticité, mais un vinifera, on dit qu'autour de moins 18, là, ça commence à être sensible à ce que les bourgeons gèlent. OK. Puis les vinifera, excusez-moi, les hybrides, c'est plus, mettons, en bas de moins 28, là, ça commence à être... quand même. C'est assez naturel. Ça dépend, là, justement, comme je dis, il y en a qui sont plus rustiques que d'autres, mais mettons le moins 30 qu'on a eu il y a 2 semaines, 3 semaines. Ça aurait pu faire mal, là. Tu sais, je dirais qu'il y a pas mal de vigneronnes qui étaient en alerte, là. C'est ça. C'était ton cas, pour les rustiques, hein. En fait, encore plus pour les rustiques, parce que nous, en dessous des couvertes, on est quand même chill. Tu sens bien, t'as bien fait ton job. Pour nous, c'est correct. C'est vraiment au niveau des vignerons qui ont des vignes hybrides. Mais au rustique, là, il y en a beaucoup d'hybrides qu'il faut quand même aussi couvrir. Ce qui est vraiment dangereux pour les vignes, c'est les gels du 15 novembre. Là, parce que la vigne vient juste de produire du fruit, donc il y a encore beaucoup de sève, encore beaucoup de jus dans ses sarments. Donc, c'est là qu'elle est encore plus fragile au gel, mi-décembre, 10 janvier, elle pourrait avoir des gels. Ouais, c'est ça, il y a un phénomène d'acclimatation, dans le fond, au froid, puis on le voit quand tu regardes des graphiques, parce qu'il y a du monde qui vont prélever des bourgeons, puis qui vont, je pense au CRAM, là, qui est situé à Oka, ils font de la recherche, puis eux autres, ils vont prélever des bourgeons, puis ils voient, mettons, qu'à telle date, eux autres, ils émettent un indice de rusticité, puis ils disent, là, les vignes rustiques, à tant de degrés, vous perdez 50% de votre récolte, mettons. Fait que, puis ça, on voit que plus l'hiver avance, puis plus ce seuil où tu vas perdre 50% de tes bourgeons, mettons, plus il descend bas. Fait que là, on voit que la vigne s'acclimate, puis un peu comme Fred dit,
un froid, un moins 30 en novembre, ça serait killer. Désastreux, là. Puis justement, pour essayer par curiosité plutôt, tu sais, ces moments-là aussi où ce que, comme on a pu le constater, mettons, au mois de février, où il y a une remontée, tu sais, en haut du point de congélation, puis après ça, comme quand ça regèle suite à ça, est-ce que pour les vignes aussi, ça représente un danger en soi, ou étant donné qu'ils sont bien protégés... Il n'y a pas comme une montée de sel. Tu sais, comme des érables, des fois, ça, c'est désastreux aussi, on le sait, pour la sériculture. L'arbre, il tombe dans son mode, jusque là, il va commencer à produire la sève. Puis... il y a deux choses, tu sais, c'est ça, il y a sous toile puis hors toile. C'est vraiment deux réalités différentes. Je pense que sous toile, t'es comme un peu protégé, là. Si t'as bien fait ta job. t'es safe. Ouais, c'est comme un isolant, tu sais, là-dedans. Fait que... T'sais, ce qui fait peur, c'est de ne plus avoir de neige nécessairement, puis avoir des gros froids. Ouais. Ça, c'est quand même épeurant, mais... Quand ils vendent beaucoup. Exact, tu sais. Mais de plus en plus, il y a des grands froids, puis on voyait pas ça il y a 15 ans, là, des moins 30, en tout cas. Mais pour répondre à la question, avec la vigne rustique, mettons, qui n'est pas protégée, je pense que, en fait, ce qu'on a vu, c'est que 1 ou 2 journées où il fait chaud, puis ça retombe après ça froid, c'est correct. Mais c'est quand tu as des semaines à 5, 6, 7 degrés avec du soleil, là, ça peut être très dangereux, comme avec les érables. OK, on comprend. Merci. Puis sinon, je pense qu'on aimerait ça peut-être savoir ensemble, justement, c'est quoi, dans le fond, là, les étapes avant de sortir la première bouteille, tu sais? En tant que tel. Il y en a beaucoup, là, on le sait, mais tu sais, un espèce de petit portrait. Un petit overview, là. Un petit overview, c'est ça. On pourrait mettre ça en bullet point. Un survol. Comment avoir un bébé, là, tu sais, comment être papa. Tu sais, à un si petit domaine, tu sais, on dirait que tout arrive, puis... T'achètes une terre, une bonne terre. En fait, il faut qu'il y ait la passion au départ. Là, c'est le goût. C'est lancer dans quelque chose de même que tu vois pas les revenus avant plusieurs années. Hein. Puis avec des coûts, c'est quand même une culture qui coûte cher. Ça te prend des infrastructures qui sont MAPAC-proof, qui demandent beaucoup d'argent, puis faut être costaud financièrement pour attendre ce qu'il y ait des petits raisins, fait que c'est passion, c'est mise en place d'un plan d'affaires. Ça, c'est avant d'avoir une terre. Après ça, recherche de terre. Toi, t'es un peu là-dedans, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je suis là. T'es là. Fait que... Mais tu sais, c'est ça. Puis une des affaires, nous autres, qu'on a découvert, entre autres, à travers le podcast, à la fin, on demandait souvent si les gens avaient des conseils. Puis une des choses qui revenait systématiquement, c'était négligez pas la terre. La terre, c'est parce qu'il y en a beaucoup, je veux dire, il y en a beaucoup au Québec qui se sont implantés dans des endroits où, à cause du prix des terres qui est assez cher au Québec, à cause du fait que c'est beaucoup occupé par les grandes cultures, il y en a beaucoup qui ont comme pris un peu ce qu'il y avait disponible. Fait que c'est tough, là, c'est beau dire choisissez la meilleure terre que vous pouvez, mais ils sont pas toutes accessibles, là, Puis, fait que quand tu as la chance d'en trouver une, mais je pense que nous, ça a été moi et ma copine, ça a été un point de départ, là. C'est la terre qu'on a fait comme OK, ça, c'est une bonne terre, on peut pas passer à côté de ça, Fait que je pense que la qualité de la terre, c'est essentiel. Puis justement, mettons, comment ça se passerait? Parce que si on le comprend qu'avec le vin, au final, ta terre va vraiment être ton terroir, c'est ça qui va donner le goût à toute cette histoire-là, mais comment vous avez fait vos tests, c'est quoi qui s'est passé à ce moment-là? Fred aussi, toi, ça a été quoi un peu la démarche au niveau de la sélection, tu sais? Nous, on est vraiment arrivés sur cette terre-là comme nouveaux parents, c'était vraiment c'était un projet agricole, mais aussi un projet de famille aussi, tu sais. Fait qu'on est arrivé là, puis on a juste fait comme c'est ici qu'on veut vivre, c'est ici qu'on fait faisons pousser de quelque chose, on voulait des vignes, là, mais ça a été un coup de cœur, émotionnel puis énergique, là, avec l'espace, tu sais. Qui avait une grosse maison aussi là-dessus. Puis ça fitait avec tout ce qu'on voulait dans le temps. Là, fait que oui, on a fait des tests de sol, tout fonctionnait. On a fait des petits amendements, mais on allait tout le temps dans l'optique où est-ce que le but c'était de c'était un partenaire aussi, la terre qu'on a trouvée. C'était comme... Fait que, dans notre tête, c'est comme on va le faire, parce qu'on voulait tellement ce projet-là qu'il n'y avait pas de montagne assez haute, pour
pour que ça se passe pas. Fait que c'était un peu dans ce mode-là, tu sais, qu'on était. Fait que oui, peut-être qu'on est pris avec des problèmes en ce moment, mais qu'on va travailler avec elle, puis tu sais, parce que je pense que la vigne, tu sais, la belle agriculture, c'est de nourrir sa terre, puis je pense que sans enlever du maraîchage ou enlever d'une carotte, tu sais, je pense que le vin, c'est tellement fin, puis on l'attend tellement que je pense que plus on va aimer, puis on va donner d'amour à la terre, plus qu'elle va nous redonner du bon vin au final, tu sais, ça part de là, fait que d'apprendre comment être agriculteur, tu sais, je veux apprendre toute ma vie, là, tu sais, fait que tu restes à l'écoute, la terre va évoluer. Oui, c'est ça, fait qu'on a fait nos petits tests, nos petits trucs, puis ça fitait, fait que on a juste décidé de planter l'année d'après un petit peu de vigne. Puis on y allait vraiment avec nos sous qu'on avait. On voulait pas trop s'endetter au départ parce qu'on avait deux petites filles qui étaient très jeunes. Puis on venait de s'endetter avec la terre puis la maison aussi. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, on a planté 1000 vignes en 2018. Puis là, on est en train d'un peu souffrir de tout le mode de plantation qu'on a fait parce que on aimerait ça qu'il y ait plus de vignes qui rentrent en production là. Mais, c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on l'a. Je sais pas où est-ce que je m'en allais avec tout ça. C'est une belle explication. Là, on comprend bien la situation là. Oui. Après ça, il y a des paramètres théoriques, mettons, qui reviennent souvent dans la vigne. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que une exposition plein sud, c'est l'idéal. Après ça, c'est pas comme j'ai dit, c'est vraiment pas toutes les terres qui peuvent offrir ça. La vigne, c'est une plante qui de manière indigène pousse sur des berges de rivière. Ça recherche dans sa génétique un sol qui va être assez bien drainé, qui va être plus sableux que argileux, mettons. Là, ça aime pas savoir les pieds dans l'eau. Mais après ça, comme Fred dit, c'est à toi de jouer avec ces paramètres-là puis de faire ce qu'il faut pour qu'elle fasse du bon raisin. Il y a plein d'exemples de vignobles au Québec qui sont plantés dans des terres à maïs puis qui font du bon vin. Fait que je pense qu'après ça, il n'y a pas de règles. Pas de règle d'or, c'est à toi de tirer ton épingle du jeu quand même là-dedans à travers tout ça. Ouais, c'est surtout comment tu vas survivre aussi, tu sais, durant ces années-là, tu sais. On parle bien de survie, là. C'est ça, parce que on avait tu sais, moi, c'est la deuxième année que je fais à temps plein au vignoble, mais avant, on travaillait, fait que, tu fais des choix de qu'est-ce qu'on va faire pour pallier au manque de main-d'œuvre, là, tu sais. Fait que, en tout cas, on a fait des choix, tu sais, comme le paillis plastique, de planter là-dedans, qu'est-ce qu'on fait, on le fait-tu? En tout cas, fait que, vient avec ça son lot de décisions, de mauvaises et de bonnes décisions, mais... c'est parti de ça. Dans n'importe quel parcours, tu vas avoir des bons coups, des moins bons coups. Puis les moins bons coups, c'est juste une nouvelle façon aussi de continuer à progresser. Fait que, c'est beau. Moi, je vais faire un changement de sujet parce que malgré tout, on tire à la fin. Puis il y a des trucs qu'on aimerait vraiment discuter parce que au Québec, on a quand même un modèle qui est unique, là. On parle de la SAC. C'est une espèce de monopole qui gère vraiment tout ce qui se passe au niveau du vin au Québec. C'est quoi votre opinion sur la SAC? Non, mais c'est une grosse machine, puis ça vient avec des bons coups, ça vient avec du positif, du négatif. On voulait savoir, vous, justement, c'est quoi votre relation avec la SAC? Qu'est-ce qui est vraiment cool? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré, mettons, par rapport à ce modèle-là? La SAC, c'est là où j'ai acheté ma première bonne bouteille de vin. Je veux dire, ça reste que... moi, c'est comme ça que je suis rentré par le vin parce que je viens pas de la restauration. Là. J'ai fini par travailler en restauration, mais je viens pas de là. C'était pas ma première job étudiante, mettons. Là. Fait que, je pense que... Puis au niveau historique, la SAC a fait un travail d'amener... En fait, c'est le plus gros... Je pense, si je me trompe pas, là, je pense que c'est le plus gros entrepôt de vin, le plus gros acheteur de vin en Amérique du Nord ou au Canada. C'est énorme là, ce que la SAQ est capable d'amener comme quantité de produits aux Québécois, Québécoises. Fait que, tu sais, moi, je pense que, tu sais, pour ça, c'est incroyable. C'est eux qui, tu sais... Puis on voit que la SAQ s'adapte aussi à son marché. On voit de plus en plus de vins qui correspondent à des vins avec moins d'intrants. Moi, je trouve ça super le fun aussi.
Pour moi, la SAQ, c'est ça. C'est un bon coup, on est content, on l'aime. On l'aime. On l'aime pour toute la diversité de produits qui nous amène, ouais. Moi, je vais pas trop me mettre les pieds dans les plats. C'est ça, on veut pas faire un scandale ici. Ben, tu sais, moi, ma relation avec la SAQ, j'en ai à peu près pas, là, je te dirais. Tu sais, je suis pas un agent. Si j'étais un agent, je parlerais haut et fort, comme quoi je trouve que la SAQ met beaucoup de bâtons dans les roues au développement de nouveaux produits géniaux, puis aux vignerons même. Je parle pas du Québec, là, je parle des vignerons outre-mer, là, tu sais. Okay. Je pense que c'est compliqué de travailler avec la SAQ, mais de notre côté, on n'aura pas une... Tu sais, je vois pas à court ou à moyen terme un échange entre notre entreprise et la SAQ parce qu'on va réussir à gérer nos ventes ailleurs, tu sais, que ce soit d'une autre façon, tu sais, que du gros. Fait que, puis toi, c'est comment, donc, ta mise en marché? Beaucoup par rapport à... tu sais, on produit tellement des petites quantités que la demande au Québec, en ce moment, est assez forte pour les vins dans le style qu'on veut faire. Fait que, tu sais, beaucoup la restauration, parce qu'on a une entreprise, surtout une entreprise où est-ce que j'ai pas envie d'ouvrir de boutique, on n'a pas envie de faire on n'a pas envie d'investir sur une boutique, on a envie d'avoir des employés qui sont à l'extérieur dans le champ. Fait que d'offrir ces vins-là à des professionnels, des sommeliers ou des personnes qui connaissent ce genre de vin-là, ça fait tellement de sens pour nous. Après ça, on va faire des petits événements, 2 ou 3 fois par été au vignoble, puis le reste se fait beaucoup par les réseaux sociaux présentement. C'est un média qui est transparent, qui est humain, qui si on l'utilise intelligemment, je pense qu'il fait beaucoup de sens. Absolument. Fait que pour nous, ça fit. Puis il y a d'autres vignobles, là, que la SAQ fonctionne aussi, tu sais, je veux pas parler pour eux, là, tu sais, je parle pour toi, dans ton expérience qu'on va avoir, qu'on va produire, je sais pas, 15 000 bouteilles par année. Je pense qu'on va pouvoir s'en sortir comme ça, puis de toute façon, on voudrait pas être plus gros que ça. Fait que, mis à part les analyses qu'on va fournir à la SAQ pour qu'elle analyse nos vins à la fin de l'année avant des ventes, ça va être ça la relation qu'on a. Mais oui, c'est un gros acheteur, puis je pense que je serais pas où est-ce que je suis en ce moment s'il n'y avait pas eu la SAQ. En tout cas. Puis juste comme ça, donc si on peut pas trouver tes bouteilles à la SAQ, mettons que là, on a vraiment envie d'aller trouver ton stock quelque part pour y goûter. Ouais. On va où? Là, présentement, je pense qu'il n'y en a pas. Là, t'es mal pris. Mais sinon, ça va être dans les épiceries fines. Il y en a plein de professionnels qui sont super bons, puis des entreprises vivantes, puis incroyables. Là, fait que oui, dans des petites épiceries, dans des restaurants, ou même si vous nous envoyez un email... on peut s'arranger. On va essayer de rester disponible. Puis cool. Parce que là, justement, moi, c'était dans la conversation qu'on avait eue avec toi, Joël, puis Florence. Florence nous avait bien expliqué là, que, dans le fond, c'était la première année donc au Québec où il y a plus de vins québécois qui se sont vendus hors SAQ qu'à la SAQ. Ouais. L'année passée. L'année passée, donc 2022. Ouais, c'est pas 2021. Ah non, OK. 2021-2022. Récemment, c'est ça. Fait que oui, il y a quelque chose qui se passe quand même. Là. Comme toi, dans le fond, tes vins ne se rendent pas à la SAQ. C'est comme ça se vend ailleurs. C'est un modèle qui est en train de se développer aussi. La SAQ va sûrement s'ajuster, j'imagine. Puis, faut savoir aussi qu'il y a une chose qui est importante de dire, c'est qu'il y a des lois entourant la production de vin artisanal qui sont aussi contraignantes, qui s'appliquent pas pour la production de bière, de microbrasserie, qui s'appliquent pas à la production de cidre, qui empêchent, moi je trouve ça complètement aberrant, là, qui empêche un vigneron ou une vigneronne de sous-traiter la distribution de ses vins. Fait que chaque vigneron doit personnellement embarquer dans sa camionnette puis aller jusqu'en Gaspésie pour fournir X restaurants.
ça, c'est des coûts, c'est du temps. Je trouve ça, moi, en tout cas, je trouve ça aberrant. Fait que ça, idéalement, ça va changer. Puis, m'en aller où avec ça? Il y avait... les contraignants pour les permis permis artisanaux. Donc toutes ces contraintes-là, il y en a d'autres, là, entre autres le partage de l'équipement qui peut pas se faire. Je trouve faut placer une petite étiquette pour les restaurants. C'est comme des lois de 1965, là, ça fait aucun sens. OK. Admettons, juste pour la restauration, les vignerons qui ont un permis, une licence artisanale, sont obligés de poser une petite étiquette. Ouais. Là, cette année, ils ont fait un upgrade. Ils ont fourni des guns pour mettre les étiquettes. Ah ouais? Oui, c'est vrai. C'est un petit... Avant, c'était à la main. À la main, man. Oh, mon Dieu. Ouais. Okay. Ouais, fait que là, mettons, tout est packagé dans leur caisse. Tu te fais commander, je sais pas, 1000 bouteilles pour un événement. Faut tout que tu ouvres tes caisses, tu sortes une bouteille à la fois, tu mets un petit... Ah ouais. Ça fait aucun sens, là, fait que... Puis j'aimerais qu'on revienne aussi vite fait sur le partage d'équipements. Ça, c'est un truc que je trouve quand même fou. Fait que si t'as donc permis artisanal, puis je sais pas, moi, t'es à côté d'une autre gang qui fait du vin aussi, vous devriez partager genre équipement en commun. Ça, tu me dis c'est pas possible. Là. Mettons, là, moi, je commence, là, puis là, ma première année que j'ai du raisin, je ramasse 1200 kilos, là. Tu sais, c'est rien, là. Ça vaut pas, ça en aucun cas va couvrir mes frais d'un pressoir, de cuve, de barrique, de table de tri, de whatever. Je peux pas amener mes raisins chez Fred pour le faire avec son pressoir puis avec ses cuves puis ramener ça chez nous, mettons. On peut pas faire ça. Là. C'est impossible. Faut que tu aies ton hectare de vigne, tes cuves, ton pressoir. Fait que ça, c'est extrêmement contraignant aussi parce que ça fait que les petits producteurs doivent s'endetter pour se munir de matériel de transformation extrêmement coûteux au Québec. Là. Puis, est-ce que vous savez un peu c'est quoi comme la raison qui est donnée derrière tout ça? Il y en a. Je pense qu'il n'y a juste pas eu de recherche sur... je pense que les gens ne se posent même pas de questions sur c'est quoi le vin au Québec en ce moment. Des coopératives, ça existe partout en Europe, là, où est-ce que les gens vont juste partager des coûts, puis... Ouais. Ça fait juste plus de sens. Pourquoi pas, là? Ouais. Ton pressoir, tu l'utilises 3 semaines. Ben non, pas 3 semaines, un peu plus, mais une bonne partie de l'année, il est là, il est rangé, puis il sert à rien, puis c'est un énorme investissement, là, s'il pouvait être partagé. C'est gagnant pour tout le monde, là, c'est l'économie de partage qui manque. Ouais. Mais juste de partager un chai, pourquoi pas bâtir un espace, whatever. C'est sûr qu'en Gaspésie, ça fait un petit peu moins de sens parce qu'il y a moins de vignobles, là, mais à Donham ou je sais pas, où est-ce qu'il y aurait plein de petits producteurs, où est-ce que c'est tellement difficile d'avoir accès à la terre puis au territoire que... Colin, c'est encore plus difficile de mettre un autre 150 000 $ sur un espace pour vinifier, tu sais. On le voit, là, moi je suis là-dedans dans les prévisions financières. T'enlèves toutes les dépenses reliées à un chai ou à l'équipement d'un chai. C'est génial. Ça se fait. Mais en tout cas, on espère peut-être que... On sait jamais, des fois avec un balado ou peu importe une participation de votre part à ça se peut n'importe qu'il y ait quel des autre ministres ou des sous-ministres qui écoutent ça, notre balado. On sait jamais. On vous lance la balle. Let's go. Ministre la montagne. Non, cool. Dans ce cas-là, on voudrait tout de suite aller à la fin, dans le fond. Dans la petite question, c'est quoi vos espoirs, vos aspirations là, pour le futur, les prochaines années? C'est ça par rapport à vos projets personnels ou même justement à la viticulture, la vinification de manière plus générale au Québec? Réussir à faire pousser du beau raisin qui donne du bon vin. Moi, je pense que pour l'instant, c'est ça que je rêve. Puis that's it. Le reste, c'est accessoire. Beau rêve. Même chose, d'être en santé, que le terroir soit en santé, puis de nourrir ce terroir-là. Fait que, bien ça. Qu'on soit heureux. Yes. That's it. C'est des beaux mots de la fin, ça j'apprécie. Quand même. Merci pour cette... Merci Joël, merci Fred. On est vraiment heureux, on a eu une belle conversation ensemble. Merci d'avoir pris du temps puis d'avoir éclairé, touché à plein de sujets ensemble. Je pense qu'on s'est fait une meilleure tête aussi sur la chose, puis même pour les gens aussi à la maison, je pense que ça va éclairer un peu, puis peut-être inspirer d'autres qui veulent se lancer puis qui ont envie de faire le move, mais qui sont en attente.
Donc, ben, puis on va le dire, si jamais vous voulez aller plus loin aussi dans le sujet, ben il y a le podcast Vendange au vert, oui, qui est un super podcast. Vous allez vous amuser, triper à écouter ça. C'est tout un monde de passionnés qui parlent. Puis Fred, les Sœurs Racines, un super beau projet qu'on continue à suivre. Puis on espère réussir à goûter ton stock bientôt. En tout cas, moi, je l'espère. Ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Bien sûr. Ben, merci à tous, auditeurs, auditrices. Merci. Au revoir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode des Radicules. On espère que vous avez aimé. Pour voir tous nos épisodes précédents et pour rester à l'affût des prochains, rendez-vous sur élevageetculture.ca ou abonnez-vous aux pages Facebook et Instagram d'Élevage et Culture. Vous pouvez également nous soutenir et suivre notre projet de démarrage d'entreprise en vous abonnant à notre Patreon. Et alors, on veut donc remercier les studios, la Shop Studio, où on enregistre depuis nos débuts. Enfin, merci à notre super belle équipe, Laura Chipello, notre réalisatrice et coordonnatrice de projet, Marie-Ève Lemaire Saint-Gilet, notre coordonnatrice aux commandites, et finalement Safia Barou, notre productrice. Merci. À la prochaine.